Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir invités. Donc, je vais d'abord vous présenter en quelques mots un forum. Donc, c'est une ASBL bruxelloise, indépendante pluraliste, qui est subventionnée par les pouvoirs publics et qui a un mandat qui lui est confié, que nous menons avec l'objectif de soutenir la qualité de vie et l'autonomie de l'adulte âgé de manière générale. Donc, notre mandat ne se focalise pas sur les personnes âgées en situation de précarité, mais concerne bien toute personne vieillissante à Bruxelles. Et nous avons 4 missions que nous proposons. La première, c'est une mission de consultation qui a pour objectif de soutenir un choix éclairé d'une personne âgée qui est confrontée à une perte d'indépendance. Et ce qui est important pour nous, c'est que la personne, malgré une perte d'indépendance donc physique, hein, l'indépendance, c'est vraiment une perte de capacité physique. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est que ça n'aille pas de pair avec une perte d'autonomie, c'est-à-dire la capacité de poser son propre choix. Et je pense qu'on l'a encore entendu ce matin, à quel point le choix de la personne en situation de précarité est vraiment important et que ce n'est pas forcément certaines personnes pourraient ne pas désirer entrer en maison de repos. C'est un choix. C'est une question d'autonomie aussi. Et donc, c'est une question qui, à travers nos consultations, voilà, nous préoccupe beaucoup de pouvoir donner une information la plus complète possible aux personnes qui nous appellent sur les structures d'hébergement qui existent, sur les solutions qui existent et qui peuvent plus ou moins bien, et on espère bien, répondre à leurs demandes, à leurs attentes. On reçoit plus ou moins 800, entre 800 et 850 consultations, appels par an. Notre deuxième mission est une mission de prévention à la maltraitance. Donc, nous avons une ligne d'écoute qui est ouverte pour les personnes âgées, leurs proches ou les professionnels, pour dénoncer des situations vécues comme maltraitantes par les personnes âgées. Pour répondre à leurs besoins, leurs demandes, on va pouvoir les entendre, entendre le besoin et les réorienter vers des tiers qui vont pouvoir, avec eux, identifier des pistes de mieux-être. Donc pour ces 2 missions, on est en contact avec toute une série d'organisations, d'institutions bruxellois pour connaître le secteur, pour identifier des partenaires qui vont pouvoir soit répondre aux besoins, soit pouvoir être mobilisés pour accompagner les personnes âgées dans leurs projets. On a également une mission d'observatoire. Donc chaque année, on fait une analyse de l'évolution de la situation du secteur et on synthétise nos constats, on les transmet notamment au pouvoir public avec toute une série de recommandations. Et depuis 2 ans maintenant, on a également une mission de coordination du réseau bruxellois des référents pour la démence en maison de repos. Donc les maisons de repos qui le souhaitent peuvent accueillir des personnes qui souffrent de démence et avoir un référent pour la démence qui va faire particulièrement attention à la manière dont ils sont accompagnés et dont leur vie est structurée au sein de la maison de repos. Donc on a la mission de coordonner le travail de ces référents. Alors, je me suis dit que c'était intéressant peut-être de présenter rapidement comment était composé, structuré le secteur des maisons de repos. Parce que si on veut trouver des solutions pour les personnes âgées fort précarisées en lien avec les maisons de repos, c'est bien aussi de savoir comment elles fonctionnent. Pour le moment, mais il y a 130 maisons de repos sur Bruxelles. La plupart sont agréées par Iriscare et sont francophones. Il y en a 9 uniquement qui sont agréées par la VIE, donc par les autorités néerlandophones. Dans la majorité des structures, on parle le français. Même celles qui sont agréées par les autorités néerlandophones parlent en général français, ce qui est un gros souci. On a une mission bicommunautaire, donc ça fait partie aussi des points d'attention pour nous. L'âge des habitants, pour les maisons de repos agréées par Iriscare, il faut avoir plus de 60 ans, sauf dans certaines situations, on y reviendra. Par contre, du côté des maisons de repos néerlandophones, c'est plus de 65 ans. Il faut savoir que chaque maison de repos reçoit un agrément, c'est-à-dire une autorisation à ouvrir un certain nombre de lits, et qu'on distingue 2 types de lits du côté francophone, pas du côté néerlandophone. Les lits dits MR, donc pour sont maison de repos, et les lits dits NRS pour maison de repos et soins. Donc la différence, c'est que l'encadrement, le personnel d'encadrement qui va être mis à disposition pour accompagner des lits MR ou MRS n'est pas le même. On estime que un lit MRS va nécessiter plus de soins et donc il y aura plus de personnel infirmier de réactivation aussi qui sera disponibilisé. Et les maisons de repos peuvent avoir soit que des lits MR, soit que MRS, soit un mix, ce qui est le plus souvent le cas.
Je le précise parce qu'il y a une évolution dans les normes à ce niveau-là aussi et il faudra en tenir compte parce que le public fragilisé aura plus tendance à avoir besoin de places dites MR. En tout cas dans une certaine, pour une certaine partie. Les maisons de repos sont aussi encadrées par des normes architecturales. Les normes d'encadrement, c'est-à-dire le personnel mis à disposition, il est normé, c'est-à-dire que si on a, par tranche de 30 résidents MR ou MRS, on a autant de personnel qui va être financé. Ça explique le fonctionnement en fait des maisons de repos. Ce qui est aussi important de comprendre dans la réflexion qu'on poursuit aujourd'hui, c'est que le forfait journalier, donc l'argent que la maison de repos va percevoir pour chaque personne hébergée par nuit, va dépendre du profil de la personne. Je le précise parce qu'en fait, le profil s'appelle l'échelle de Katz. C'est un profil qui tient compte uniquement du niveau de dépendance physique de la personne. Donc vraiment, on voit que le système de financement, la manière dont est conçue la maison de repos, dont elle est organisée, part d'une analyse du profil de dépendance physique de la personne. Ça veut dire que les aspects psychologiques ne sont pas du tout pris en compte, alors qu'une personne qui a des problèmes, des difficultés psychologiques ou psychiatriques va en réalité nécessiter une grande attention, une présence, un temps qui n'est pas du tout pris en considération. Le temps financé est le temps du soin pour la dépendance physique uniquement, avec une petite exception par rapport aux maladies neurodégénératives, donc dites la démence. Là, le profil CATS reconnaît des catégories spécifiques pour les personnes qui souffrent de démence. Et le financement va passer par les mutualités. Donc là, on pointe aussi du doigt la difficulté pour une maison de repos d'accueillir quelqu'un qui ne serait pas en ordre au niveau de la mutualité, parce que ce sont les mutualités qui reversent le financement aux maisons de repos une fois qu'elles déclarent le nombre de personnes qu'elles ont hébergées. Donc il y a un agrément donné par Ifriscare, vous avez droit à autant de lits, et puis il y a un financement qui passe via les mutualités. Voilà, c'est un peu technique, je suis désolée, encore pire que des chiffres. Et donc, le tableau illisible que je vous ai mis, c'est l'échelle de CATS que les maisons de repos doivent remplir en déclarant le nombre de personnes qu'elles ont dans toutes les différentes, avec les différentes dépendances. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je pense à un point qui est important pour comprendre l'évolution du secteur, c'est qu'il y a eu en 2004 une grosse réforme des normes, et qui, à mon sens, ne va pas forcément dans le bon sens par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Je vais vous la présenter brièvement. C'est, une norme qui a touché, les profils d'encadrement. Donc il y a un petit peu là, c'était intéressant, qui a élargi en fait les professions qui peuvent être reconnues et donc être financées via le financement, public. C'est pas très, très important pour ce qui nous concerne aujourd'hui, mais en gros, on peut aussi engager des éducateurs maintenant dans les maisons de repos, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a eu des durcissements au niveau des normes architecturales. Je dis durcissement, mais en même temps, je pense que ça a été fait pour répondre aux aspirations de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'avant les maisons de repos, je me souviens d'avoir visité il y a 15-20 ans, on avait des chambres de 3 avec, des sanitaires partagés. C'était acceptable. Aujourd'hui, en tout cas pour la plupart des personnes, si on leur demande ce qu'ils attendent d'une maison de repos, bah, ils attendent plutôt une chambre individuelle et puis ils aimeraient bien quand même avoir leur sanitaire. Donc je pense que les pouvoirs publics vont aussi dans le sens d'une espèce de culture qui va vers plutôt la chambre individuelle et le sanitaire. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, les chambres doubles sont toujours autorisées, mais par contre, chaque chambre doit avoir son sanitaire. Toutes les maisons de repos ne sont pas dans cette situation. Ça veut dire des travaux, ça veut dire des coûts d'hébergement qui vont augmenter. Ça veut dire aussi des difficultés pour les maisons de repos pour financer ça. Mais à la fois, on peut bien comprendre, on se dit, bah oui, c'est plus chouette une maison avec une chambre individuelle et un sanitaire, mais à la fois, ben voilà, forcément, ça entraîne des coûts et des difficultés pour les maisons de repos. Il y a aussi des normes, architecturales qui sont liées, à des exigences au niveau, des pompiers, qui se sont aussi durcies et à nouveau, c'est normal, on veut être en sécurité, mais à nouveau, ça va mettre, les maisons de repos, face à des situations difficiles à financer et une augmentation du coût de la maison de repos. Il faut savoir que en fait, le coût, qui va être payé par un résident en maison de repos, il va servir en fait à financer la partie, hôtel. Donc c'est-à-dire que, tout ce qui est soins est payé par les mutualités, mais donc ce que la personne paye, c'est ce qui n'est pas soin. Donc ça veut dire effectivement l'hôtellerie, ça veut dire le repas, ça veut dire, hem,
le bâtiment, le chauffage. Donc à partir du moment où on augmente les normes architecturales, ben, on augmente le coût qui va être payé par la personne lorsqu'elle rentre en maison de repos. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre aussi d'où vient l'augmentation des coûts des maisons de repos. C'est de cette partie architecturale, puisque la partie soins est payée par les pouvoirs publics. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que suite à la crise sanitaire, on s'est retrouvé en 2021-2022, c'est pas que lié à la crise sanitaire, mais ça l'a accentué, avec trop de lits disponibles. Donc, ça veut dire que les maisons de repos il y avait une programmation, voilà, qui était peut-être pas à Bruxelles très rigoureuse, et donc les lits agréés, donc octroyés aux maisons de repos, étaient bien supérieurs à l'utilisation qui en était faite. Donc il faut savoir que le pouvoir public, s'ils disent, «Ah ben voilà, vous avez droit à 200 lits, vous à 400, vous à 150», il va provisionner un budget également en se disant: «Ces lits vont être occupés, il va falloir les payer», et or ce n'était pas le cas. Donc il y avait toute une série de budgets dits gelés, mais qui étaient réservés mais pas utilisés. Ce qui posait un peu de problème parce que ces budgets-là ne pouvaient pas être alloués à autre chose, donc à d'autres projets plus innovants, par exemple. Et donc en 2024, il y a eu un processus de récupération des lits qui a été, je suis désolée, tout ça est très technique, mais je pense que c'est important pour savoir aussi l'impact que ça a eu et les leviers éventuels qu'on peut trouver, hein. Donc accrochez-vous. Euh, donc il y a eu un processus de récupération des lits, c'est-à-dire que le pouvoir public a dit, eh bien, si vous n'utilisez pas des lits, au bout de chaque année, 50% des lits non utilisés, on va les récupérer. Vous ne serez plus agréé pour ça. Ça semble être une bonne idée. En tout cas, et parce que l'idée qu'il y avait derrière, c'était de pouvoir du coup utiliser ces budgets pour financer des projets plus innovants. Et donc là, c'est une brèche dans laquelle on pourrait s'inscrire. A priori, ces lits sont dégelés. Ces budgets sont dégelés. Et donc, on a vu effectivement que le gouvernement a pu financer certains projets plus pilotes, malheureusement avec des financements non structurels pour le moment. Et l'absence de gouvernement est très préjudiciable aussi de ce point de vue-là. Toujours est-il que ça a eu aussi des effets rebonds, comme souvent quand on prend des mesures, dont on va parler après. Il y a eu aussi un changement sémantique, donc on est passé vers une approche plus humaniste. J'ai entendu ce matin, c'est un peu infantilisant parfois dans les maisons de repos. C'est pas faux. Il y a vraiment toute une culture qui est là travaillée. C'est des changements de culture, ça prend du temps. Les concepts de humanistes Tube ou de Montessori sont vraiment mis en avant avec tout un programme de formation qui a été proposé aux maisons de repos, It Takes a Village, confié à la Fondation Rabaudouin. C'est l'Observatoire social notamment qui sera chargé d'évaluer l'ensemble de ces mesures d'ici quelques années. Là où ça nous intéresse vraiment très fort, ça a été quand même assez violent pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui. C'est la suppression des profils O et A. Alors les profils O et A, donc vous rappelez, je vous ai parlé de l'échelle de Katz, hein, qui va mesurer le niveau de dépendance physique des personnes. Les profils dits O et A sont des profils qui n'ont pas de dépendance physique, ou très peu. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent aller du lit à la chaise, qui peuvent se laver, qui peuvent s'habiller. Jusqu'à 2024, les maisons de repos, en principe, doivent accueillir des personnes de plus de 60 ans. Mais elles avaient une dérogation, c'est qu'elles pouvaient accueillir maximum 10% de personnes de moins de 60 ans. Donc, si une maison de 100 lits avait le droit de réserver 10 lits pour des personnes de moins de 60 ans, quel que soit son profil, moyennant une demande de dérogation. Donc, il faut savoir aussi que ça prend du temps, de 2 semaines à 1 mois. Donc là aussi, si on est dans des situations d'urgence, il faut pouvoir en tenir compte. C'est pas automatique. Donc pour accueillir quelqu'un de moins de 60 ans, c'est possible, pour autant que ce ne soit pas plus de 10% et qu'on ait fait une demande de dérogation, ce qui prend un petit peu de temps. Depuis 2024, les personnes de moins de 60 ans ne peuvent plus être autonomes, indépendantes. Donc elles ne peuvent plus être de profil O et A. Ça veut dire qu'une personne de moins de 60 ans qui connaît un processus de vieillissement précoce, qui a des problèmes psychologiques, qui ne sait pas vivre seule, mais qui sait tout à fait s'habiller, se laver, se déplacer, ne pourra plus rentrer en maison de repos. Pas de dérogation possible. Ça, c'est le coup près. Une personne de moins de 60 ans qui a des difficultés moteurs, elle
pourra rentrer en maison de repos moyennant dérogation et à condition que globalement la maison de repos n'ait pas déjà utilisé son quota de 10%. Donc nous, on a clairement senti ce changement. Ça a été une vraie différence sur nos lignes d'appel, puisqu'il y a toute une série de personnes qui nous appellent aujourd'hui et on ne peut pas leur proposer de prendre contact avec une maison de repos. On ne peut plus. On a vu aussi apparaître la notion de troubles perturbateurs du comportement. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, les directeurs ont toujours pu estimer à un moment ou l'autre que une personne était trop compliquée à accompagner et que leur projet de vie était mené à ses limites, que les équipes ne parvenaient plus à accompagner une personne en raison de son comportement. C'est parfois en raison du comportement de la famille. On est régulièrement confronté à des situations de personnes qui changent 4, 5, 6 fois de maison de repos en 4 ans parce que la famille est harcelante euh, avec la maison de repos. Donc, pour toutes sortes de raisons, parfois, la maison de repos peut estimer qu'elle n'est plus en mesure d'accueillir quelqu'un. Je pense que c'est nécessaire que la maison de repos puisse mettre ses limites, puisse dire à un moment notre vivre ensemble est mis à mal et malgré tous les efforts qu'on a pu faire, on y arrive. Mais maintenant, c'est rentré vraiment dans, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Il y a la notion de trouble perturbateur du comportement qui peut être invoqué pour refuser l'entrée d'une personne. Avec tout ça, je pense qu'il y a eu une volonté du pouvoir public de recentrer en fait les maisons de repos sur un cœur de métier possible. En tout cas, c'est-à-dire les personnes, le vieillissement des personnes âgées, et la perte de dépendance, physique. Donc on voit une orientation vraiment de plus en plus basée sur le soin. Heu, on peut le comprendre d'une certaine manière, mais ça ne répond pas à, certains vides sectoriels dont je vais parler, qui sont quand même de plus en plus importants et là, ça mériterait sans doute une analyse quand même un peu plus nuancée et c'est certainement nécessaire de réfléchir tous ensemble aux mesures, qu'on peut prendre. Toujours est-il que, ce changement de norme a eu des conséquences avec énormément de fermetures volontaires anticipées. C'est-à-dire que, en particulier des grands groupes, plus privés se sont rendus compte qu'en fait ça allait plus être possible et ont fermé beaucoup de maisons de repos. Donc en 2023, en 2024, on a été beaucoup appelés pour gérer, accompagner des fermetures de maisons de repos. Du coup, c'est des déménagements de personnes âgées. Enfin, c'est pas facile, avec une perte de choix aussi, parce que parfois c'était des prix promotionnels, vu qu'il y avait trop d'offres, on avait beaucoup de prix promotionnels assez bas, mais donc on a vu aussi la fin des prix promotionnels, donc on a vu aussi une augmentation des prix de manière globale et donc des possibilités de prix intéressants qui ont disparu et on a vu quand même beaucoup de personnes être confrontées à ça et avoir beaucoup de difficultés. L'augmentation des coûts d'hébergement, je vous ai parlé des normes architecturales, voilà, on est dans un contexte où globalement le coût d'hébergement augmente, une diminution de lits, suite à la récupération des lits, aux fermetures anticipées. Et donc on a vu un phénomène réapparaître petit à petit qui avait complètement disparu, c'est-à-dire les listes d'attente. Alors globalement, il reste des lits disponibles, hein, si on parle avec l'administration, ils nous disent et c'est pas faux, il y a des lits encore disponibles, mais voilà, il faut voir où. C'est pas tout à fait, géographiquement, c'est pas réparti de manière tout à fait, harmonieuse, je vais dire. Et puis, il faut voir le prix et puis pour quel profil. Donc oui, si on a une pension de 3 000 €, 3 500, je suis sûre qu'il y a de la place. Mais voilà, ça ne répond évidemment pas à tous les besoins. Mais à nouveau, tout ça va être mesuré et ça sera important de le faire. Il faut aussi savoir que l'administration s'est aussi rendu compte que le processus de récupération de lits s'était un peu emballé, sans gouvernement pour gérer tout ça. Et donc, la récupération des lits a été gelée. C'est l'initiative de l'administration qui a mobilisé le Parlement pour geler dès 2026 ce processus de récupération des lits, en attendant une évaluation plus approfondie de la situation. Ça a clairement modifié l'ambiance au sein des institutions, ce processus avec une pression pour remplir les lits à tout prix. Donc, et d'accepter parfois des profils qui sont pas forcément les plus adaptés vu la manière vu le projet de l'institution. Ça a créé pas mal de stress aussi sur le personnel, notamment lié à l'admission, ou à des profils voilà, acceptés un peu vite, sans comprendre le projet de vie de la personne, sans vérifier que effectivement elle est à sa place dans cette institution. Et donc des tensions aussi en interne qui nous sont revenues.
et aussi des diminutions de choix pour les personnes puisque, absolument les faire rentrer, au plus vite. Aussi parce que si, voilà, à partir du moment où une personne n'a pas suffisamment d'argent pour payer une maison de repos, elle a toujours la possibilité de faire appel au CPAS pour compléter le coût de l'hébergement. Je vais peut-être juste m'arrêter un tout petit instant sur ce point parce que c'est à nouveau fort important, je trouve, par rapport à la situation qui nous concerne. Donc une personne qui aurait une petite pension, qui souhaiterait rentrer en maison de repos, mais voilà, là, je ne sais pas moi, 1 500 de pension, les maisons de repos, à 1 500, ça existe presque plus, on va dire. Donc elle ne sait pas payer, une entrée en maison de repos, or elle en a besoin. Si elle le souhaite, elle peut faire appel au CPAS. Ce que le CPAS va faire, mais je vais sûrement rien vous apprendre en fait, vous êtes tous des travailleurs sociaux, ou à peu près, beh, il va faire une analyse en fait, socio-économique de la situation de la personne, va étudier ses sources de revenus, mais également l'épargne dont elle dispose, et cetera. Et donc oui, elle va pouvoir lui donner une aide pour compléter, mais ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la pension va arriver directement au CPAS, tous les avoirs vont être vendus, heu, pour pouvoir payer, compléter la pension. Et donc, à partir de ce moment-là, la personne va être prise en charge par le CPAS et elle va se retrouver certes en maison de repos, le CPAS va payer le résiduel, donc ce qui ne peut pas être payé, et la personne aura juste son argent de poche, qui s'appelle argent de poche, je vous le promets. Je trouve ça violent comme terme, mais voilà, c'est comme ça, c'est utilisé comme ça, mais donc de l'ordre de 100 € par mois. Donc j'ai relu aussi, un rapport qui avait été fait, attendez, je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus, en 2022, il y a eu tout un travail qui a été fait, je me demande si c'est pas par l'Observatoire. Par le SMES? Ou par le SMES sur l'Observatoire sur les structures d'hébergement non agréées notamment, dans lequel on revenait sur, voilà, sur Stradage. les pardon? C'est la Strada, je crois, non? Oui. Oui, bah, Mais qui reparlait de cette, difficulté en fait d'accepter de se retrouver avec un argent de poche de 100 € par mois. Ça peut aussi faire clairement partie des difficultés pour une personne d'accepter de rentrer en maison de repos quand les revenus sont déjà bas. C'est-à-dire on peut à peine s'acheter sa bière et ses clopes, en gros. Donc si quelqu'un, je pense que le problème des addictions ou simplement d'avoir envie de boire sa bière tous les jours ou même ces 2 bières sans nécessairement, renverser, tout le monde en rentrant, dans la maison de repos après, voilà, avec 100 € de poche, ça peut vraiment poser problème. Donc il faut savoir aussi que faire appel au CPAS, bah, ça a des conséquences aussi en termes de liberté individuelle par la suite. Ça peut faire partie des freins. Voilà, mais donc on remarque quand même qu'il y a à travers cette donc les constats aussi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en récupérant les lits, il y a eu aussi un choix politique, c'était de reconvertir le plus possible les lits dits MR en lits MRS. Donc plus orienté vers le soin. Donc on voit encore que la volonté a été clairement de recentrer, je dis recentrer, mais ou en tout cas centrer ou orienter les maisons de repos vers un accueil et un hébergement de personnes vieillissant longuement avec une perte d'autonomie. Et on s'éloigne dès lors d'un public qui serait plus confronté à des problèmes de vieillissement précoce ou confronté à des problèmes de santé mentale, ou les deux. Donc, l'avantage malgré tout de la reconversion des lits MR en MRS, c'est qu'il y a plus de personnel qui est octroyé. Puisqu'à nouveau, on mesure tout en fonction de la dépendance physique. Bah, voilà, des lits de soins vont a priori nécessiter plus de personnel de soins, plus d'infirmières, d'aides infirmières, etc. Donc, et de personnel de réactivation. Donc, ça a quand même eu l'avantage pour les maisons de repos qui ont reconverti des lits MR en lits MRS d'avoir plus de personnel globalement pour accompagner le projet de la maison. Donc d'un certain point de vue, c'est intéressant. Mais voilà, je ne vais pas me répéter, plus adapté à des grandes dépendances. On a clairement vu aussi, de toute façon, direct, malgré tout, une diminution des personnes de moins de 60 ans. On ne l'a pas mesuré, mais on a l'impression que, même si le quota des 10% n'a pas été touché, on a quand même l'impression qu'il y a moins de tolérance au dépassement de ce quota. Que globalement, on est dans quelque chose qui dit: «Non, ça suffit les moins de 60 ans, il faut vraiment que ce soit justifié par un besoin de soins». Physique. Voilà, alors les personnes qui ont moins de 60 ans et qui, sont à un profil O et A, tant qu'elles sont là, elles peuvent rester. Mais maintenant, si elles veulent déménager, elles ne pourront plus rentrer dans une autre maison de repos. On en a parfois qui nous appellent en disant que ça ne va pas dans cette maison. On leur dit: «Bien, ne bougez pas. Vous ne pourrez pas rentrer dans une autre maison de repos».
Alors, je voulais vous parler aussi, donc ça c'est pour globalement le contexte, l'évolution des normes et du secteur. Maintenant, je voulais vous partager quelques constats à travers les consultations qu'on a eues en 2025. Donc d'abord, 50% de nos appelants ont plus de 80 ans. Donc ça, je pense que ça dit aussi, il y a, il y a- il y a- il y a un secteur vieillissant, je veux dire de classe moyenne, moyenne supérieure, supérieure, qui est un secteur vieillissant qui souhaite rester le plus longtemps possible à domicile. Et les pouvoirs publics, il y a déjà voilà, 20 ans, ont bien compris ça et ont aussi réorienté l'aide vers le soin ambulatoire, donc l'aide à domicile, la coordination des soins à domicile. Et donc, on constate qu'avant, il y avait des entrées plus tôt, mais que la tendance est de rentrer le plus tard possible, quand vraiment tout ce qu'on a mis à domicile ne fonctionne plus. Alors, on consent à envisager une entrée en maison de repos. Je caricature, il y a encore des personnes qui se disent, bon, c'est chouette aussi de ne pas devoir tout coordonner. Je suis bien en maison de repos. Tant que je suis autonome, bah, je rentre, je sors, j'ai mes activités. Des personnes qui disent, moi, j'ai décidé de rentrer en maison de repos parce que comme ça, quand j'ouvre la porte, je vois un voisin. J'aime bien. Donc voilà, il y a encore ce profil, mais il y a quand même 50% des personnes qui nous appellent qui ont plus de 80 ans. Il faut savoir que l'âge moyen en maison de repos, c'est 86 ans. Donc on est quand même face à une population vraiment vieillissante. Par contre, on constate aussi qu'on a une augmentation claire du nombre d'appelants chez nous de moins de 70 ans. J'aime bien prendre le moins de 70 ans et pas moins de 60, même si on constate aussi une augmentation des moins de 60, parce que moins de 70 ans, chez nous, ça représentait 24% en 2024, c'est 28% en 2025. Je m'étais promis de vite aller revoir les années précédentes, je ne l'ai pas fait, mais je sais que ça augmente d'année en année. Donc, on a là aussi une population qui est de plus en plus en recherche de solutions parce qu'il y a un vide sectoriel dont on va parler après. Cette population qui nous appelle, elle est caractérisée plus que les autres par des problèmes de troubles psychiatriques, psychologiques, du comportement, des troubles aussi, des personnes qui ont aussi des handicaps mentaux légers ou des fragilités sociales. Et nous, on est souvent démunis, en fait, parce que les maisons de repos n'ont pas été pensées. Je vous l'ai expliqué, elles n'ont pas été pensées pour ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas bouger, mais ça veut dire que c'est une situation avec laquelle il faut faire et il faut travailler. Je voudrais vous faire aussi partager quelques constats qui peuvent être intéressants dans la réflexion, qui nous arrivent plus sur notre ligne d'écoute de prévention à la maltraitance, donc appelée Écoute Senior, où on constate qu'il y a quand même une augmentation des violences intrafamiliales, avec aussi, pour certaines personnes, la volonté enfin, l'obligation de maintenir des situations à domicile coûte que coûte, parce qu'en fait, on ne sait pas payer une entrée en maison de repos, parce que bah, vivre ensemble, ça permet aussi de capitaliser un peu plus sur la pension de la personne âgée. Euh, et donc, on a des situations à domicile qui se maintiennent, qui perdurent et qui sont parfois très violentes, avec aussi des conflits de loyauté de la personne âgée. Donc, on est aussi souvent, on a pas mal d'appels de personnes âgées qui sont violentées, mal mise dans la relation avec un petit enfant, avec un enfant qui peut avoir des problèmes d'addiction, qui peut être violent, mais en même temps avec un conflit de loyauté parce qu'il y a une affection malgré tout. C'est le petit où ça a toujours été difficile. On aimerait quand même bien, voilà, il est violent, mais en même temps on sait à quel point il est fragile. Et puis, et voilà, donc on a aussi des conflits des personnes âgées qui nous appellent avec ce genre de situations qui sont difficiles à vivre et qui se maintiennent et c'est difficile à accompagner parce qu'il y a vraiment ce conflit de loyauté qui va faire que la personne âgée ne portera pas plainte et ne mettra pas, ne sera pas capable d'éloigner la personne violente. Mais ces situations de violence intrafamiliale, voilà, elles augmentent. Je pense que quand les uns et les autres dépassent leurs limites dans ce qu'ils sont capables de faire, quand les aidants proches dépassent leurs limites, quand 5 minutes, voilà, ça génère de la violence. Et on constate également une augmentation de besoins en soins de santé mentale, avec un secteur qui n'est pas adapté au vieillissement. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la réforme 107, ça va être trop long, mais en gros, on a quand même vu toutes les solutions d'hébergement, je fais à gros traits, tout l'hébergement psychiatrique a quand même fortement diminué au profit d'un accompagnement plus ambulatoire et qui plus est à Bruxelles. Les stratégies d'accompagnement ambulatoire des besoins psychologiques ont été faites. Alors, je ne sais pas comment ça a été possible, mais pour les adolescents, pour les adultes, nous étions en train de réfléchir à quelque chose d'adapté aux personnes vieillissantes et tout à coup, on a dit, bon, les personnes vieillissantes, c'est les adultes, point. Mais évidemment, non, il y a des spécificités, donc il n'y a pas de stratégie spécifique santé mentale
pour les personnes âgées aujourd'hui à Bruxelles. Par contre, heureusement, il y a des projets pilotes qui se sont mis en place avec des personnes qui font du travail exceptionnel, mais il y a là un gros trou malgré tout. Et donc, on se retrouve avec cette dia qui est quand même importante, c'est qu'il y a un vieillissement qui est croisé avec des problèmes de handicap, des problèmes de santé mentale, des problèmes de sans chez soirisme, et il n'a pas été pris en compte. Donc, les personnes handicapées qui sont hébergées dans des structures adaptées, à partir du moment où il y a de la dépendance qui s'installe, physique, en fait, ces structures ne sont pas adaptées pour le soin. Donc, elles devraient aller en maison de repos. Mais en maison de repos, le personnel n'est pas formé à accompagner des personnes handicapées. Ce n'est pas leur job. Pareil pour les problèmes psychiatriques qui sont en maison d'hébergement spécialisé pour les problèmes psychiatriques. Mais à partir du moment où ils vieillissent et qu'ils ont besoin de soins, ces structures ne sont pas adaptées. Donc, ils se retrouvent catapultés en maison de repos où le personnel n'est pas du tout formé, qualifié, préparé à accompagner des problématiques psychiatriques ou psychologiques lourdes. Pareil pour la grande vulnérabilité et le sans-abrisme. Et donc, on a là toute une série d'impensés sectoriels liés au vieillissement de ces populations. Il y a vraiment un trou, il tombe dedans, là, pouf, il n'y a pas. Et c'est bien de ça dont on parle maintenant, avec voilà, des constats qu'on décrit depuis plusieurs années. Et donc maintenant, très vite, en 3 minutes, je suis désolée, est-ce que la maison de repos, j'étais sûre que j'allais prendre moins de temps, est-ce qu'elle est une solution pour répondre aux vides sectorielles? Je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'elle pourrait, mais c'est un secteur en crise. On annonce quand même 30% de fermeture pour les années prochaines. C'est le secteur qui l'annonce. Donc, des grosses crises financières, il faut le savoir, avec des crises de métier et de motivation depuis le Covid. Ce sont des personnes qui travaillent très dur à l'intérieur des maisons de repos, dans des situations très difficiles, des recrutements qui sont presque devenus impossibles, des turnovers importants. Donc, pour mettre en place une politique quand le turnover est important, c'est compliqué. Avec de plus en plus, il y a un manque de place qui arrive. Donc, il faut tenir compte de ça. Et puis, pour moi, il y a aussi une question très importante à aborder, c'est la question de la cohabitation entre des personnes qui ont des profils très, très différents, entre un vieillissement précoce, une grande précarité et un vieillissement long. Ce sont des attentes, des besoins de la personne par rapport à son projet de vie qui sont différents et ce sont des encadrements, des modes de fonctionnement et des compétences qui ne sont absolument pas les mêmes. Et donc aujourd'hui, en tout cas, les maisons de repos ne sont pas adaptées, prévues, pensées pour répondre aux besoins légitimes des personnes en situation de grande précarité. C'est frustrant. Et je pense que si on veut qu'elle devienne une solution, il va falloir l'accompagner, il va falloir le penser. Juste le dire ne suffira pas parce qu'on ne tient pas compte d'une réalité qui n'est pas préparée pour ça et qui est déjà exsangue. Et donc, je trouve que passer du coup la parole à ce projet pilote qui va se présenter est très intéressant parce que le projet pilote va pouvoir déceler en fait qu'est-ce qui coince et à faire une analyse plus fine pour se demander alors du coup quels seraient les mécanismes, les leviers généralisés qu'il faudrait proposer. Voilà, et donc je salue les projets pilotes qui vont être présentés, qui sont autant de manières aussi de relever ce qui doit être travaillé pour que ça devienne possible et comment, etc.